Après l'action offensive de l'opération Mouette, qui provoque la dislocation de la division ennemie numéro 320 et la prise d'un important butin, Castor s'amorce par le parachutage d'un groupement à Dien Bien Phu, à 80 km au sud-est de Lai Chau. Dès l'arrivée au sol, les premières sections sont accrochées sérieusement par les troupes Viet Minh, surprises de cet assaut. Les armes automatiques, canons sans recul, mortiers, entrent immédiatement en action. Le Viet Minh se retire précipitamment vers les collines boisées. Les chasseurs Birkat et les bombardiers B-26 protègent les parachutages et attaquent les éléments Viet Minh réfugiés sur les collines proches, dans une jungle épaisse. La cuvette est rapidement occupée. Les blessés sont évacués au moyen d'hélicoptères Sikorsky. Les troupes parachutées aménagent la position et construisent des fortifications. Le matériel lourd, des bulldozers de 7 tonnes, des jeeps, des motocyclettes, sont largués et vont permettre la remise en état d'un terrain propice à un pont aérien entre Hanoï et Dien Bien Phu. En une semaine, la position de Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique, ses caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre et un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique. Décembre 1953, nos éléments engagés sur la piste Pavie contactent les unités rebelles, pendant que les partisans Thaï sont aux prises avec les avant-gardes de la division ennemie 316 au sud de Lai Chau. Ainsi, au moment où le Viet Minh désire employer ses grandes unités, la forteresse de Dien Bien Phu s'impose comme un obstacle difficile, puissamment défendu, aux liaisons assurées. Sur toute la région pèsera la menace de son intervention. Elle permettra aux jeunes troupes nationales vietnamiennes de montrer leur valeur, comme à Tho Truong et à Bac Lieu. À la pleine lune de Ket
pratique se déroule à Phnom Penh, la cérémonie la plus connue du Cambodge, la fête du retrait des eaux. Le long du Mekong et du Tonlé Sap, les pirogues de course dorment toute l'année dans l'enclos des monastères. Lorsque vient le moment de les mettre à l'eau, des cérémonies ont lieu afin de les réveiller et d'attirer sur elles le succès. Après les prières dans la pagode, on se rassemble autour des pirogues chargées d'offrandes. La rame laquée d'or du chef d'équipe est placée à l'avant. Le matin de la course, chaque pirogue reçoit 2 grands yeux dorés qui lui donnent la vie. De sa maison flottante, le roi et ses invités assistent au défilé pittoresque, coloré et bruyant des concurrents se rendant au départ de la course. Durant 3 jours, les pirogues vont lutter de vitesse. Le dernier jour de la fête voit se dérouler l'ultime course. Après les invocations au dieu des flots, les finalistes s'affrontent, scandant leurs efforts à grands cris. Chaque soir, le roi, en allumant lui-même les torches de son embarcation, donne le signal des illuminations. Les pirogues, les bateaux glissent alors sur le fleuve avec leurs feux et leurs chants. Dans le décor fantastique de la baie d'Along, de Hongay à Kampha, 30 000 humains vivent de la veine d'anthracite qui longe la côte tonkinoise. Séparés de la zone Viet Minh par un épais massif montagneux, protégés par une milice armée, les charbonnages ont donné naissance à une immense cité, dotée de centrales thermiques, de barrages, d'écoles, d'hôpitaux. Des engins mécaniques, foreuses, sondes, camions, pelles Marion et Bucyrus de 200 tonnes, wagons ont été amenés à pied d'œuvre. « 100 millions de francs ont été investis dans la réparation et l'entretien des machines et outils de la société. Ingénieurs et mineurs travaillent dans un cadre titanesque, entre la colline et la mer semée d'îles. Le grand découvert de Kampha, d'où l'on extrait 350 tonnes de charbon par jour, mesure 200 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur. Le travail des mineurs est rendu encore plus pénible ici par les chaleurs étourdissantes de l'été et par les pluies torrentielles qui transforment les chantiers en mares boueuses. Extirpés au pic, à la pioche, à la pelle mécanique selon les endroits,
le charbon est transporté dans les centres de triage où il est lavé et classé par catégorie. Ce charbon, qui ne laisse après combustion que 4% de cendres, est très recherché en Indochine, en France, au Japon et en Chine. De 700 000 tonnes en 1920, la production du bassin du Tonkin égale aujourd'hui 1 800 000 tonnes. Une usine de dépoussiérage et de traitement du charbon est en construction. Des cribles chauffés électriquement, des installations de lavage permettront d'améliorer encore la qualité et d'obtenir le produit demandé par la clientèle des centrales. Les puits d'extraction sont reliés par route ou voie ferrée au port de Canfa, éloigné seulement de 3 km du premier découvert de la concession. Le transit de l'anthracite s'effectue dans ce port. Cette porte de sortie sur la mer, en réduisant par sa proximité des lieux d'extraction les frais de transport, permet l'écoulement et la livraison rapide de la production de haute qualité des charbonnages du Tonkin.